Bonjour, je vais vous lire le chapitre 9 de Lancelot les Chevaliers de la Table Ronde. Chapitre 9, l'éducation de Lancelot. Merlin disait vrai. Lancelot vivait dans le manoir de Viviane, la dame du lac, qui, depuis qu'elle l'avait enlevé à sa mère, la reine Élève, l'élevait comme son propre fils. Dans cet asile, le plus sûr et le plus secret, il grandissait au milieu d'une compagnie de jeunes damoiseaux et de jeunes damoiselles, d'écuyers et de valets. Viviane donna l'ordre à tous de ne point lui révéler ses véritables origines, et l'enfant ne s'étonnait pas qu'on l'appelât Beau-Trouvé ou encore fils de roi, ainsi que la dame du lac aimait à le nommer. À l'âge de 7 ans, Viviane confia son éducation à un maître qui lui enseigna tout autant les arts de la cour, le chant, la danse, les jeux de cartes et les manières courtoises, que le rude maniement des armes, comme il sied à tout futur chevalier. Des années durant, il connut le risque, l'effort et la douleur afin de devenir le meilleur d'entre tous. À cet enseignement de qualité s'ajoutaient les propres vertus de Lancelot, la générosité, la franchise et la loyauté. En outre, on ne pouvait le voir sans être charmé par sa beauté physique, le teint éclatant rehaussé par une bouche bien dessinée et colorée, un front haut, de blonds cheveux souples qui devinrent châtains avec le temps, des yeux bleus, vifs et riants, mais la plupart du temps, des yeux bleus vifs et riants la plupart du temps, mais qui devenaient des braises ardentes sous le coup de la colère. Un jour qu'il avait donné son cheval à un pauvre chevalier qu'il avait rencontré dans la forêt de Brocéliande, son précepteur le réprimanda durement, lui reprochant de donner un bien sans avoir demandé l'autorisation à la dame du lac. Ayant appris la chose, Viviane le somma de s'expliquer. « Dame, je sais que je n'ai que 10 ans et qu'il me faudra encore longtemps me soumettre aux exigences d'un maître. Mais lorsque votre autorité me sera devenue trop pesante, sans hésiter, je partirai. Vous me reprochez ma générosité, mais pourquoi m'appeler fils de roi si je ne peux donner le peu que je possède? Je vous appelle ainsi par infection. Vous croyez-vous réellement le fils d'un roi? Il me semble que je pourrais l'être, même si je ne le suis pas. » Autant d'assurance chez un enfant si jeune fit naître une immense fierté dans le cœur de Viviane. Non, vraiment, elle ne regrettait pas d'avoir donné sa jeunesse et toute sa tendresse à celui qu'elle considérait comme son fils. « Beau fils, lui dit-elle, désormais usez de toutes mes richesses comme il vous plaira. Votre cœur est bien celui d'un roi. » Cependant, cet incident fit réfléchir la dame du lac. Lancelot devait sa précocité sans doute au fait de ne vivre qu'avec des adultes. Il lui fallait des compagnons de son âge. Ayant réfléchi, elle songea à Lionel et au petit Bohor. N'étaient-ils pas les cousins de Lancelot? Mais où les trouver? Elle décida d'envoyer Saraïde, une jeune fille merveilleusement belle et sage, à leur recherche. Parvenue au royaume de Gannes, elle agit et parla si habilement devant Clodas et sa cour que celui-ci lui promit qu'elle verrait dès le lendemain les deux garçons siéger à sa table, puisqu'on célébrait la fête de Sainte-Madeleine, jour anniversaire de son sacre. Le jour dit, le sénéchal alla chercher Lionel, alors âgé de 12 ans, et le petit Bohor, de 2 ans plus jeune. Accompagnés de leur maître pharien, ils enfourchèrent de beaux palefrois qui devaient les mener au château. La foule sur leur passage les saluait. Lionel n'était-il pas l'héritier légitime du trône? Mais si Bohor répondait gracieusement aux salutations du peuple, Lionel arborait un air farouche, le cœur empli de haine pour Clodas, le meurtrier de son père. Quand tous trois entrèrent dans la grande salle du banquet, l'usurpateur trônait en vêtements d'apparat devant une table chargée de mets. Il avait fait poser sur des coussins de soie à sa droite sa couronne et son sceptre, à sa gauche son épée de cérémonie. Se levant, il offrit une coupe à l'aîné en lui adressant des paroles de bienvenue. Mais Lionel ne les entendit pas. Ses yeux ne pouvaient se détacher de l'épée qu'il venait d'apercevoir. « Buvez, beau fils de roi !» lui dit alors Saraïde en s'approchant de lui. Et soudain, dans un geste d'une brusquerie inouïe, l'enfant se saisit de la coupe et en frappe à plusieurs reprises le visage de Clodas. Ce dernier est aveuglé par le sang qui a jailli de son arcade sourcilière fendue. Sans attendre, Lionel s'empare de la couronne qu'il jette à terre et piétine. Déjà, il a saisi l'épée et va en frapper Clodas lorsque le neveu du roi s'interpose entre eux, l'épée dégainée. Trop tard. La larme tranchante l'atteint en plein cœur et il s'affaisse aux pieds de son oncle qui, bousculé, s'effondre à son tour. Tout est allé si vite que personne n'a encore bougé, et il en est plus d'un dans l'assistance heureux de voir le tyran à terre. Mais le roi se ressaisit, il ramasse l'épée de son neveu et s'avance, menaçant vers les deux enfants. Aussitôt Saraïde s'interpose, la lame aiguë lui entaille le sourcil. « Sois déshonoré à tout jamais, ô roi qui ose frapper une femme sans défense. » Sur ces mots, elle lâcha les 2 lévriers qui ne la quittaient jamais,
Ce sont des chiens. Ils s'élancèrent sur le roi qui perdit l'équilibre. Profitant alors de la confusion générale et prenant par la main les deux enfants, Saraïde, rejointe par les deux chiens et Pharien, fendit la foule, gagna la sortie. Quelques instants plus tard, Clodas, impuissant, les vit s'enfuir à cheval. Longtemps ils chevauchèrent et arrivèrent enfin au manoir du lac. Les trois enfants firent connaissance sous le regard attendri de Viviane. Et malgré la nature emportée de Lionel, qu'on surnomma plus tard cœur sans frein, et le caractère entier de Lancelot, une amitié indéfectible naquit entre eux. Lorsque le roi Arthur apprit que les enfants du roi Bohor avaient échappé à Clodas, il s'entoura sans tarder de quelques braves chevaliers avec lesquels il gagna la petite Bretagne. Très vite rejointe par les anciens vassaux restés fidèles à Bohor, la troupe devint une véritable armée qui s'empara sans mal du château où Clodas s'était réfugié. Ce qu'il advint du félon, il fut brûlé vif pour trahison. Si Arthur avait vengé ses chers compagnons Ban et Bohor, il ne put retrouver leur fils malgré toutes les recherches qu'il ne manqua pas d'entreprendre. Du moins, il pourrait, se disait-il, leur rendre un jour leur terre qu'il prit sous sa protection. Les années s'écoulèrent jusqu'à ce que Lancelot atteignît ses 18 ans, âge auquel les jeunes hommes devenaient chevaliers. La Dame du Lac avait la certitude que Lancelot était appelé à une haute destinée. Mais aussitôt, cette pensée engendrait en elle le chagrin. L'heure n'allait pas tarder où son cher fils la quitterait, et sans nul doute, Lionel et Bohor avec lui. Il lui faudrait alors affronter la solitude contre laquelle aucun de ces merveilleux sortilèges ne la prémunirait. « Fils de roi, lui dit-elle un jour, il est temps que vous soyez adoubé chevalier. Ce serait un crime que de vous retenir, mais ne partez que le printemps venu. » Puis, l'ayant pris par la main, elle l'entraîna dans le parc. Tout en marchant, elle s'adressa ainsi à lui. « Il me faut maintenant vous apprendre les droits et les devoirs d'un vrai chevalier. Porter le beau nom de chevalier, c'est d'abord mettre sa bravoure et son courage au service des faibles et des opprimés. Lutter sans relâche contre l'injustice, le vol et le meurtre, fût-ce au prix de son sang. Le chevalier doit aussi défendre notre sainte mère l'Église, car ceux qui la servent sont volontairement sans défense pour mieux servir notre Seigneur. Sachez que tout dans l'armement du chevalier lui rappelle les devoirs que je viens brièvement de vous mentionner. Le aume sur sa tête semble une tour d'où il guette sans répit l'approche du danger. Comme le bouclier et le haubert qui le protègent lui-même, il doit s'interposer entre l'ennemi et les gens d'église menacés. Sa longue lance signifie la distance qu'il lui faut toujours maintenir entre lui et le mal rôdant par toute la terre. Enfin, si son épée, arme la plus noble entre toutes, possède 2 tranchants, c'est pour lui rappeler cette double mission. L'un doit exterminer les méchants et les félons, l'autre doit lui servir contre les ennemis de la chrétienté. Pour finir, le cheval symbolise le peuple. Certes, la monture est au service du cavalier et obéit à sa volonté, mais aucun chevalier n'ignore que son devoir est d'en prendre soin si tous deux souhaitent faire longue route ensemble. Pas une seule fois Lancelot n'interrompit le discours de la Dame du Lac. Attentif, silencieux, il déposait en son cœur ces paroles. Il savait qu'elles le guideraient sa vie durant. N'oubliez jamais que la naissance, la noblesse, les titres sont peu de choses pour qui veut entrer dans l'ordre de la chevalerie. Quiconque détient la seule vraie grandeur, celle du cœur, peut prétendre à devenir et doit devenir chevalier. C'est là ce que je souhaite le plus au monde, s'exclama alors Lancelot. Mais qui m'adoubera chevalier ? Le roi le plus preux, le roi Arthur en personne. Fin du chapitre 9.